Éric Colombier, on dit Colombier, c'est ça? Absolument. On dit Colombier. Bonjour, merci d'être venu dans notre émission consacrée aux livres, à tous les livres, ceux qui ont droit à la vedette comme ceux qui n'y ont pas droit. Bon, alors vous êtes plutôt un écrivain pessimiste, puisque votre livre que je montre s'intitule France, pronostic vital engagé. Vous me direz, s'il n'y avait que le pronostic vital qui était engagé, ça serait déjà pas mal, hein, non? Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Qu'est-ce que vous voulez dire à celles et à ceux qui le liront? Je voudrais beaucoup qu'il y ait enfin une réaction des Français face à la réalité de la situation que l'on ignore. Que vous dénoncez depuis plusieurs années déjà. Oh, ça fait des années et des années, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on est en déclin, mais c'est surtout dans les 5-6 dernières années que le déclin s'est vraiment accéléré et que nous sommes aujourd'hui au bord du gouffre. Et ce bord du gouffre, il est dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je pense que notre pronostic vital est engagé, que ce soit sous le plan économique ou civilisationnel, et donc dans tous les domaines. Et on n'est pas encore mort, mais on n'en est pas loin. Alors peut-être va-t-on trouver des médecins, peut-être va-t-on trouver des médicaments. Pour l'instant, on a plutôt affaire aux médecins légistes, j'ai l'impression. Bientôt. Alors dans votre livre, qui est passionnant, qui est une descente aux enfers français quand même, hein, vous mettez en évidence 3 mécanismes sur lesquels j'aimerais bien que vous nous parliez. Le mécanisme de l'implosion, le mécanisme de la marginalisation et le mécanisme de la destruction civilisationnelle, que d'autres appelleront identitaire, communautaire. Là, vous n'êtes pas le seul sur ce sujet, hein. Mais peut-être, vu que vous y travaillez depuis des années, avez-vous été un précurseur? C'est-à-dire que moi je suis inquiet déjà depuis de nombreuses années. Alors années. répondez sur les éléments que vous avez vous-même définis. L'implosion, la marginalisation et l'aspect civilisationnel. Alors l'implosion, le point le plus important, c'est la gestion budgétaire de l'État depuis 40 ans, c'est-à-dire le déficit. Et le déficit, comment on fait de la dette et on hausse les impôts, parce qu'on est en déficit. Oui. Il y a que 2 manières de combler le déficit, c'est les impôts et la dette. Et aujourd'hui, la France a le taux de fiscalité le plus élevé au monde, quasiment, et une des dettes les plus importantes, qui devient insupportable. Voilà. Alors ça déjà, c'est un premier risque. Nous avons toute une série de risques complémentaires dans cette positionnement que vous citez. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on peut les prendre les uns après les autres, nous sommes en risque d'implosion. Voilà. Alors on peut les reprendre. Hein, si alors comment, une question marginale, hein, comment peut-on encore parler de programme économique dans un pays qui n'a comme solution économique, depuis des années et des années, sur fond de désindustrialisation, la dette et l'impôt? Alors justement, d'abord, il faut peut-être transformer la politique fiscale. Parce qu'actuellement, la politique fiscale, elle va pénaliser les forces vives. Alors, si on pénalise les forces vives, on ne risque pas de relancer la machine. Et justement, la politique que nous avons vécue de désindustrialisation est le fruit de cela, parce qu'on ne peut plus créer en France sans que 70-75% de la richesse produite parte et disparaisse. Donc on est déjà pieds et poings liés au niveau compétition. Donc déjà, il y a une réforme certainement fiscale à faire. Il y a certainement aussi une réforme de l'État, du budget de l'État. On dépense n'importe quoi. Enfin, vous connaissez suffisamment bien notre cher pays pour voir le nombre de postes dans lesquels on donne des subsides, des subventions, des machins. Ah oui, il y a des milliards et des milliards d'économies à réaliser, ne serait-ce que dans les millefeuilles, ne serait-ce que dans tout ce genre nous sommes vraiment gérés. Oui, non, mais alors comment on fait? Moi, j'avais proposé à une époque, ça n'avait pas plu du reste, un audit général, hein, de la situation de la France, sur 2 ans, pour savoir exactement où l'argent partait, ce qu'il devenait, etc. Parce que comment on fait? Une fois que vous avez dit ça, mais après, comment on fait pratiquement? Alors, depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de livres
indépendamment du mien, il y a Oui. beaucoup de livres qui ont fait ces analyses. Oui, bien sûr. Oui. Et qui ont détaillé les choses et qui ont montré à quel point on allait dans le mur, Oui, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'Agnès Vernet-Molinier, etc. Vous avez toute une série de livres qui sont sortis. Il n'y a pas que le mien. Moi, même si je ressens ça depuis très très longtemps, il y a quand même des quantités de gens qui l'ont ressenti. Mais simplement, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent ne sont pas du tout sensibles aux principes fondamentaux de la gestion d'un pays. Il n'y a pas de lucidité, mais ça se passe aujourd'hui. Mais vous parlez d'implosion et pas d'explosion. Parce que c'est un... Il y a une explosion aussi. Alors l'explosion, elle est différente. Je la traite plus dans mon risque de marginalisation, c'est-à-dire le fait que, par exemple, nous avions des forces. La francophonie, l'Afrique, enfin toute une série de choses qui étaient un acquis pour nous, un atout pour nous. Et qui, ces dernières années, ont été... Regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, regardez ce qui vient de se passer en Afrique, que ce soit le Burkina Faso, le Niger, c'est épouvantable, le Mali, et ce qui va se passer au Sénégal demain. On est en train, et en plus de ça, prenons un autre exemple, nous avons le deuxième plus grand domaine, voire le premier maritime au monde, et on ne l'exploite pas, on s'en sert Oui, pas. oui, ça, on n'est même pas conscient de l'avoir. On n'est même pas conscient. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs d'implosion et des facteurs d'explosion. Si je peux me permettre de vous interrompre 30 secondes, c'est cette analyse que vous faites de la marginalisation, de la crise civilisationnelle, du risque d'implosion. Quels sont les éléments forts que vous pourriez dénoncer pour nous faire comprendre d'où ça vient ce risque d'implosion, d'où ça vient ce risque de marginalisation et ce risque identitaire, d'où ça vient? Bon, Vous avez déjà évoqué le manque de lucidité de nos gouvernants, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Depuis Louis XVI qui se lève après la prise de la Bastille en demandant si c'est une révolution, on sait que, bon... Non, mais malgré tout, enfin, je veux pas... C'est une révolte, pardon, il avait dit. Oui, oui, oui. Est-ce une révolte? Non, sire, une révolution. Ouais. Lorsque l'on regarde aujourd'hui la manière dont on est géré à tout niveau, hein, parce que il y a pas de prise de conscience de la situation. Je suis certain que si les Français prenaient conscience, prenons l'école, l'éducation nationale, les classements PISA, l'effondrement de notre niveau. Prenons la santé, on était parmi les meilleurs systèmes médicaux du monde. Oui, du reste, il y a un chapitre important sur la santé dans votre livre. Absolument. Ouais. Et vous allez bien, cela étant dit? Ça va, parce que... Mieux que la France. Mieux que la France. Oui, bon. Mieux que la France. Mon pronostic vital est aussi engagé, mais j'espère à long terme. Depuis la naissance. Bon. Oui, on est tous condamnés à mort à la naissance. Mais cela étant, je pense qu'il y a aujourd'hui un manque de prise de conscience dans tous les domaines des électeurs. Regardez, je vous donne un petit exemple, puisque là, on va voter pour les européennes. Quand vous faites les sondages, 75-80% des Français sont pour l'Europe des nations, sont pour le principe de subsidiarité, sont pour qu'on protège notre agriculture. Tous ces thèmes-là, aujourd'hui, vous regardez, quelles sont les listes qui sont en tête? Ce sont des listes qui vous disent on va faire, prenez Macron qui vous dit on va faire une Europe fédérale. Personne n'en veut de l'Europe fédérale. De toute façon, je suis un peu étonné quand même que dans votre livre, sauf erreur de lecture de ma part, ce qui arrive quelquefois, hein, vous ne soyez pas quand même très agressif à l'égard de l'emprise européenne. Parce que parmi les facteurs que vous auriez pu évoquer, il y a la mort de la souveraineté. Oui, mais la mort de la souveraineté, elle est faite justement par quelques petits groupes de gens. Nous n'en voulons pas en France. Mais est-ce qu'on veut pour autant quitter l'Europe? Non, parce que le Frexit serait une catastrophe. Regardez l'Angleterre, ils sont... Ah non, mais c'est très différent. Alors, bon, mais là, ça me prendrait un quart d'heure ou 20 non, minutes. Non, ça peut être un autre sujet, mais quand même... C'est un autre sujet. Mais revenons là-dessus, c'est intéressant. Alors, les Anglais... Comment les Français et les Anglais... Écoutez-moi 30 secondes, écoutez-moi 30 secondes, oui. Si vous voulez bien. Oui. Comment pouvez-vous parler du pronostic vital engagé sans faire le procès de l'Europe telle qu'elle est? Je ne dis pas qu'il faut jeter l'Europe qui existe depuis Charlemagne, voire même avant, mais cette Europe-là, quand même, elle est tentaculaire, elle est une Europe avec Ursula von der Leyen, ne me dites pas
que ça vous fait jouir. Ah non, 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 c'est une catastrophe. Non, mais je suis contre. Et en fait, je ne reprends pas tout dans mon livre, mais parce que mon premier livre était sur l'Europe. Mais on parle de celui-là. Et donc, comme on parle de celui-là, mais j'en parle quand même un peu. Mais c'est vrai que c'est rapide. Moi, je trouve que c'est une lacune, voyez-vous. Quand on évoque le pronostic vital, de ne pas évoquer, bon, même si c'est vrai, vous l'avez évoqué dans un autre livre, ce danger que représente je l'évoque, l'Union européenne. Et je redis la même chose, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il y a deux risques fondamentaux. Le premier, c'est le fédéralisme, qui est une aberration. Et c'est ce qui se passe avec Von der Leyen, Macron, etc. C'est absolument personne n'en veut. Comment peut-on faire de pays où il y a des monarchies, où il y a des républiques, où il y a des gens qui ont vécu sous les régimes socialistes, d'autres qui ont une histoire très récente, les Italiens, les Allemands, ils sont du 19e siècle. Bon, je veux dire, alors que les Français, les Espagnols ont gardé leurs racines régionales. Bon, cette Europe, elle ne peut pas être une Europe fédérale. J'en suis sûr. Mais les Français n'en veulent pas. Sauf qu'on nous l'impose. Celle-là, j'en veux pas. Mais je suis contre le Frexit pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes, nous, l'Europe, de plus en plus petits. Vous vous rendez compte que la France et l'Allemagne, à elles deux, c'est 2,5%. Éric, j'aimerais bien peser ce que pèse la Suisse. Ah non, mais c'est pas le même problème. Non, Ah. non, alors on peut en parler, parce qu'on me dit toujours, effectivement, regardez les Anglais et les Suisses. Alors, cela étant dit, tout ce débat qu'on enclenche, on le doit à votre livre. Oui, Parce oui, que oui. c'est lui qui est quand même générateur de toute cette dialectique de réflexion. Oui, absolument. Parce que je dis d'ailleurs à un moment pourquoi je pense que de sortir de l'euro aujourd'hui serait sortir de l'euro aujourd'hui serait probablement une erreur. Parce que l'euro, c'est ce qui nous a sauvés. Nous, les peuples du Sud, on a dépensé pendant que les peuples du Nord ne dépensaient pas. Mais alors comment expliquez-vous que l'euro nous ait sauvés avec l'endettement que vous dénoncez? Mais parce que justement, si nous n'étions pas en euros, si nous étions en francs, il y a longtemps qu'on aurait dévalué 14 fois. Hein. Et alors, on a déjà dévalué dans l'histoire de la monnaie. Non, parce que je vais vous dire, quand vous dévaluez en 1969, ah oui, donc, alors, et que vous êtes dans une période où vous ça, avez une industrie forte, ça, Éric, une agriculture là, vous forte. faites un aveu intéressant pour la réflexion, c'est que finalement, pour ne pas officiellement dévaluer, on sombre dans l'inflation. Un peu. Ah oui, mais bon. Un peu, pas beaucoup. Ah. Mais s'il y avait une dévaluation, on semblerait beaucoup plus dans l'inflation. Mais on en a connu des dévaluations, Oui, on s'en est remis. Hein. Mais non. Pourquoi je suis pas du Vous tout avez été d'accord. banquier dans votre vie, vous? Oui, bah ah ben oui, voilà, oui. Non. Ben voilà, tout Bah, s'explique. Non, mais Tout s'explique, j'ai compris. le problème. J'ai compris, je sentais. Le Je sentais le banquier. Non, ouais. le problème, c'est que quand vous dévaluez, pour que ce soit bénéfique, il faut, qu'est-ce que ça fait quand on dévalue? Les importations deviennent beaucoup plus chères et les exportations beaucoup On plus n'exporte intéressantes. plus. Mais comme on n'exporte plus, comme nous n'avons plus d'industrie, On n'a même plus de freins, comme nous n'avons plus d'industrie, nous n'avons plus d'agriculture. Moi, je me suis mis à faire les courses avec ma femme Oui. parce qu'elle a exigé cela comme stage de rééducation. Oui, Hein. oui. Donc, je fais les courses avec elle dans le cadre de ce stage de rééducation. De rééducation au féminisme actif, hein, Oui, bien oui, sûr. Hein. oui. Bon, je vois les étalages, cerises de je sais pas où, fraises de je sais pas où, on se demande où sont nos produits, quoi. Ah oui, non, mais c'est bien le problème. Donc une dévaluation serait catastrophique, puisqu'on ne produit plus, puisqu'on Mais importe et qu'on n'exporte pas. catastrophique dans quel sens avec le taux d'emprunt qu'on a? Mais justement, le taux d'emprunt sera encore plus gros. Mais il peut pas être plus gros, il est. Mais si, pourquoi il peut pas être plus gros? Il je porte vous des explique milliards pourquoi et des milliards. Je vais vous dire pourquoi il peut être plus gros. C'est très simple, faites le calcul. Ah, vous inquiétez pas, avec la vitesse où ça va, il va augmenter Alors, encore. Hein. On est à 3 300 milliards d'euros. Bien, en euros. Vous dévaluez demain, c'est-à-dire vous sortez de l'euro, donc c'est vous dévaluez. Donc vous revenez au franc. Parce que, attendez, Vous revenez au franc. Vous considérez que dès qu'on sort de l'euro, on dévalue? Ah bah évidemment, 35%. Ils ont dévalué, les Anglais? Ah non, mais oui, ah oui, la livre a subi. Mais les Anglais, c'est très différent. On peut en revenir. Ouais. là-dessus. Vous avez un problème. Non, mais attendez, on revient sur... Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une dévaluation de la lire, moi. Si, elle a baissé la livre. Oui, non, mais il y a pas elle eu- flotte, elle flotte. Il y a pas eu... Voilà, elle flotte. mais il y a Alors pas eu elle est d'évaluation, flottée vers non. le bas. Mais le problème, aujourd'hui, il se porte. Pourquoi ils ne se portent pas si mal qu'ils auraient pu se passer mal? Pour une raison simple.
c'est qu'ils ont un trépied. Ils ont toujours eu une économie trépied, que nous n'avons pas, que nous avons perdu. Cette économie trépied, c'est qu'ils ont d'un côté les Européens, qui représentent une bonne partie de leurs partenaires économiques, les Allemands, les Français, les Italiens. Ils ont d'autre part le Commonwealth, mais avec un Commonwealth qui est très différent de nous, nos anciennes colonies, parce que vous avez le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays évolués. Donc ils travaillent avec ces pays évolués. Et troisième, ils travaillent particulièrement bien avec leurs cousins, les cousins américains. Donc ils sont, et d'ailleurs, la livre sterling, depuis qu'on a créé l'euro, a toujours été au milieu. C'est-à-dire quand l'euro baissait et que hop, ça faisait ça, la livre sterling se mettait au milieu. Quand l'euro remontait contre le dollar, parce qu'elle a en gros une monnaie qui est à mi-chemin entre l'euro et le dollar. Éric, il faut conclure. Bon. Il faut conclure parce que sinon on va dépasser le temps. Eh bien, il faut lire le livre. Alors, ma conclusion, c'est qu'il faut lire le livre parce que tout le reste est dedans. Le temps prévu. Donc, alors, vous voyez, cette discussion qu'on vient d'avoir tous les deux, elle naît du livre. Donc, moi, je peux que vous inviter à lire le livre, qui est dialectique, qui provoque à la réflexion sur la question de savoir si le pronostic vital de la France est engagé ou pas. Chacun répondra à la question comme il le voudra. En tout cas, merci docteur pour ce diagnostic. Quand vous aurez trouvé le remède, merci de m'appeler. Hein. Absolument. Et je précise que c'est aux éditions, nombre 7 éditions. Voilà, je montre le livre et je vous invite à le lire. Merci et à la prochaine.